Quand je discute avec certains journalistes ou rédacteurs, ils ont peur que les outils les remplacent, ce qui n'est pas le cas en fait. Il y aura toujours besoin de journalistes. On n'envoie pas effectivement ChatGPT ou Gemini en Ukraine ou à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est utilisée l'intelligence artificielle dans les métiers de la communication et du journalisme? Alors, avant de vous donner une liste d'outils, il y en a plusieurs, il y en a certains, puis ça évidemment ça évolue. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière au niveau historique. En fait, c'est pas vraiment nouveau. Il y a déjà une quinzaine d'années, Associated Press automatisait les résultats sportifs aux États-Unis avec un système qu'on n'appelait pas intelligence artificielle, mais qui était déjà un outil qui permettait d'avoir les résultats. C'était uniquement factuel, il n'y avait pas de commentaires sur les résultats de matchs de football américain, par exemple, etc. Mais c'était déjà dans l'idée d'utiliser des outils qui facilitent un petit peu le travail des gens qui étaient derrière, des outils qui pouvaient permettre en tout cas de faciliter les choses qui sont très chronophages. Donc les résultats sportifs, par exemple, on le sait très bien, même encore aujourd'hui dans certains médias, tous les dimanches, on embauche des pigistes qui vont appeler tous les clubs sportifs de rugby dans la région, etc. Ça va avoir tendance à disparaître. De plus en plus, on va automatiser, ça se fait beaucoup en Belgique, notamment en Espagne, on va automatiser de plus en plus les résultats sportifs. Et ces pigistes qui téléphonaient le dimanche dans tous les clubs ou toutes les fédérations de basket, de football, etc., on va les utiliser à faire autre chose, on va pouvoir les employer à faire des interviews, etc. Ensuite, donc les outils. Alors, on a d'abord tout ce qui est aujourd'hui les outils de transcription, de traduction, bien évidemment. Si on prend le cas du journal Le Monde, qui a maintenant une version en anglais, la version en anglaise est tout simplement traduite avec DeepL Pro. Et j'utilise ensuite une dizaine ou une quinzaine de professionnels anglophones qui relisent la version en anglais, mais évidemment, il n'y a pas 500 journalistes qui traduisent tous les jours la version anglaise du quotidien, ça c'est clair. Les transcriptions, que ce soit transcription d'interviews, maintenant qui sont très très faciles à faire, donc vous avez des outils comme Happy Transcript. On peut aussi utiliser YouTube Transcript pour transcrire une interview vidéo, maintenant ça se fait beaucoup, enfin ça se fait énormément. Et puis d'autres outils, notamment pour l'automatisation des newsletters, qu'on va pouvoir effectivement créer, en tout cas avoir un outil qui va permettre d'aller chercher du contenu sur Internet, toujours vérifier l'information bien évidemment, et qui va permettre d'automatiser ces newsletters. Est-ce que la nouvelle compétence à maîtriser finalement dans ces secteurs-là, c'est le prompt, le fameux prompt? Déjà, c'est quoi un prompt et comment on fait pour le maîtriser? Ça c'est clair. Le prompt, en fait, c'est ce qu'on appelle les instructions finalement qu'on va pouvoir donner à un modèle de langage. Ça, c'est la base en fait, en tout cas de ce qu'on appelle l'IA générative, parce qu'il n'y a pas que des outils d'IA qu'on appelle donc générative. Il y a donc tous ces outils qu'on appelle donc, alors il y a ChatGPT, mais il y a Gemini de Google, il y a Copilot de Microsoft, il y a donc Perplexity, il y a Claude 3 qu'on utilise également, Llama. L'art du prompt, moi, en fait, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose dans mes interventions dans les écoles, puisque effectivement, j'interviens dans les écoles de journalisme et de communication. C'est la base, en fait. On a des prompts qui peuvent faire 1 heure. En fait, plus vous êtes précis, plus vous aurez un résultat précis. Et plus vous serez finalement efficace dans le travail, quoi. Est-ce que dans les rédactions et dans les agences de communication globalement, il y a un enthousiasme clair par rapport à l'arrivée de l'IA ou au contraire de l'inquiétude, voire de la méfiance par rapport à cet outil? Alors, dans les agences de communication, c'est plutôt un enthousiasme, ça c'est clair, ils ont compris, ils sont emparés vraiment des outils, on le voit, à tous les niveaux, que ce soit produire du contenu sur LinkedIn ou d'analyser d'ailleurs certaines campagnes publicitaires. J'ai pu le voir avec le travail de certains étudiants en agence. Donc ça, ils ont bien compris l'enjeu qu'il y a par rapport à ça. Dans les médias, il y a différents, je dirais, sons de cloche. La presse quotidienne nationale et régionale est plutôt enthousiasme parce qu'ils se rendent compte que ça va pouvoir leur faire gagner du temps dans des séquences très chronophages, comme je parlais tout à l'heure dans les résultats sportifs ou la production de newsletters, voire même de la production de résumés d'articles, ça c'est clair. Et puis d'autres qui vont, notamment la presse magazine, qui est plus méfiante vis-à-vis de ces outils. En tout cas pour l'instant, peut-être que ça va changer, parce que de toute façon il va falloir qu'ils changent très très vite, parce que je pense que ceux qui ne vont pas prendre le virage des outils, parce que ce ne sont que des outils en fait, d'IA, que ce soit génératif ou pas, ils vont perdre du terrain très très vite et vont se rendre compte qu'ils vont effectivement être perdus un peu dans les limbes, quoi. Ils ont peur de quoi? D'être remplacés?
par Alors l'IA? certains, oui, quand je discute avec certains journalistes ou rédacteurs, ils ont peur que les outils les remplacent, ce qui n'est pas le cas en fait, hein. Il y aura toujours besoin de journalistes. On n'envoie pas effectivement ChatGPT ou Gemini en Ukraine ou à Gaza, ça c'est clair, il y aura toujours besoin de gens pour récupérer l'information. Un journaliste qui est sur un événement, il est un témoin visuel direct de ce qui se passe. Après qu'il utilise un outil pour transmettre les informations qu'il a vécues ou qu'il a vues, et que ça va lui facilite le travail, il n'y a pas de problème, mais il restera le témoin visuel direct. Il y a donc une résistance au changement Oui. chez certains acteurs de la presse. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est plus les anciens qui sont résistants ou pas du tout, ça n'a rien à voir? C'est générationnel, mais c'est surtout que les médias, en règle générale, et la presse en particulier, est passé complètement à côté du numérique. Le monde s'est précipité pratiquement pour signer un accord avec OpenAI l'an dernier. Ça va faire presque un an maintenant qu'ils ont signé un accord. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas louper le coche qu'ils ont pu louper avec Google, où il a fallu qu'ils reviennent pour signer ce qu'on appelait les droits voisins, etc. Il a fallu renégocier derrière. Alors pour l'instant, en France, c'est le seul groupe avec lequel OpenAI a signé, le groupe Le Monde. Pour l'instant, l'OpenAI a stoppé les discussions avec d'autres groupes. Il y a les Échos qui voulaient signer, etc. Mais bon, ils ont essayé de prendre de l'avance. On ne sait pas trop aujourd'hui ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ils veulent éviter de perdre effectivement trop de temps, quoi. Vous enseignez dans plusieurs écoles, à la fois de communication et de journalisme. Qu'est-ce que vous constatez auprès des futurs communicants, futurs journalistes? Quel est leur point de vue sur l'IA? Est-ce qu'ils l'utilisent et est-ce qu'ils ne sont finalement pas en avance sur leurs propres formateurs? Si, alors c'est le cas notamment au niveau de la communication. Moi, j'étais très étonné. Moi, j'interviens effectivement. Alors, je forme les étudiants à l'art du prompt et je me suis rendu compte que ces étudiants en communication qui sont en alternance, bah oui, dans leur propre entreprise, que ce soit dans des grands groupes, mais même dans des toutes petites entreprises, des TPE, on travaille avec de l'IA générative, on essaye de l'IA pour produire du contenu pour faire des posts sur Instagram, sur Facebook. Donc oui, les étudiants sont déjà dans le système, on va dire, avec plus ou moins de bonne utilisation. Donc les journalistes, oui, je suis en train de les former vraiment à faire, par exemple, comment on va pouvoir faire un résumé d'articles, comment surtout on va pouvoir, suite à la prise de notes, comment pouvoir faire un plan de rédaction. Je ne les forme absolument pas à la rédaction d'articles avec ChatGPT notamment, parce que c'est plutôt mauvais. On va plutôt les apprendre à comment effectivement gérer une prise de notes prise en vrac au cours d'une conférence de presse et comment on va pouvoir organiser un plan de rédaction. Est-ce que l'utilisation de l'IA en journalisme est compatible avec la déontologie journalistique, les règles de base du métier, d'écriture, de vérification de l'info, etc.? C'est la base, ça reste la base de notre métier de toute façon, de toute manière, même si on automatise certaines tâches, par exemple la newsletter, même si on va chercher des sources, puisque maintenant ChatGPT, ça devient un moteur de recherche, il faut vérifier ses sources tout le temps, parce que de toute façon, il y a tout le temps des erreurs. Mais notre métier de base reste le même, on est obligé tout le temps de vérifier. Je vais vous prendre un exemple. J'ai travaillé avec quelqu'un qui est dans les télécoms, on a voulu vérifier du contenu avec des experts sur les technologies dans le manière de télécom. C'est Perplexity qui nous a donné toute une liste d'experts avec des adresses mail, des numéros de téléphone. Et en fait, il s'est avéré que tous ces gens n'existent pas. Tous ces adresses mail et tous ces téléphones n'existaient pas. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on fait travailler des outils qui au final nous donnent des résultats qui sont évidemment hallucinatoires. C'est les outils, c'est très pratique, c'est génial. Des fois, c'est bluffant, comme on dit, mais il faut vérifier tout le temps. Et de toute façon, ça reste la base de notre métier. Une dernière question. Est-ce qu'une régulation de ces outils est souhaitable et est-ce qu'elle est même possible? Alors, c'est un peu le problème. On est en retard en Europe sur beaucoup de choses. On régule pas mal de choses. Moi, je pense que c'est bien. Là, avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, lui, il veut justement une dérégulation de l'IA. Est-ce qu'il faut qu'on ait de l'IA à outrance sans régulation? Je pense que parce qu'il y a des outils, on le voit, qui arrivent, notamment pour la production de fake news, qui arrivent à vitesse grand V, notamment au niveau de la vidéo. J'ai un avis personnel, je pense qu'il faut effectivement peut-être réguler. Moi, je suis contre, par exemple, la production d'images, dans le journalisme en tout cas, sur la base d'IA. Parce qu'évidemment, on va supprimer les banques d'images, par exemple, et puis la production d'images par des photographes. Donc je pense que, pour revenir sur l'IA Act, comme on dit, je pense qu'il y aura besoin, à mon avis, de régulation parce qu'on risque de partir dans tous les sens. Il faut qu'on s'empare de ces outils, mais d'une façon efficace et intelligente. Un dernier mot sur votre ressenti sur cette révolution
quasi industriel. Moi, j'ai finalement. découvert ça il y a 1 an et demi maintenant et je trouve ça génial, quoi. On en apprend tous les jours, les choses changent tout le temps. Hier, donc, j'ai eu le responsable du service photo des sports de l'équipe qui cherche à trouver un outil de façon à pouvoir référencer toutes les images qui sont produites dans le quotidien, que ce soit dans le quotidien print que dans le site internet. Il cherche un outil qui lui facilite de référencer toutes les images qui sont produites, que ce soit par les agences, que par les photographes directs du quotidien, de façon à lui faire gagner du temps, tout simplement. Je trouve ça génial. Donc, on discute, on échange des infos, on essaye de regarder les prompts qui sont les plus efficaces, les moins efficaces, les outils de l'intelligence générative qui va être le plus efficace pour répondre à ses besoins. C'est plutôt génial, quoi. Et puis ça évolue en permanence, ça va Tout le très temps. vite. Et moi, je me forme sans arrêt, on se forme tout le temps. C'est pas fermé.